Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Amélioration de la gouvernance universitaire, toute une batterie désormais de mesures pour mettre les universités du Bénin au goût du jour. Entre autres nouvelles dispositions, plus d'élections des recteurs, vice-recteurs, doyens et autres, mais une nomination après appel à candidature. La nouvelle, qui en principe ne devrait pas surprendre, fait grand bruit dans le rang des principaux concernés. Et pas que ça. Mesdames, messieurs, d'autres mesures en sont à faire remonter l'adrénaline. De quoi s'agit-il et pourquoi tant de bruit de botte au niveau de ces enseignants? Nous apprécierons tout de suite et maintenant avec deux enseignants en notre campagne. Ce sera autour du thème réforme au niveau de l'enseignement supérieur des enseignants réfractaires à raison. Regard croisé tout de suite et maintenant de deux universitaires, Dr Gabin Tchaou, il est le secrétaire général du SINARES, le syndicat autonome de la recherche et de l'enseignement supérieur. Dr Gabin Tchaou, bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. Merci. En face de vous, un autre universitaire, il n'est vraiment plus à présenter. Il s'agit du professeur Désiré Baloubi, ancien chef de département et coordonnateur des cours de linguistique et de communication à North State University aux États-Unis. Il a accepté apporter sa contribution pour l'enrichissement du débat qui a cours. Le Bénin est-il en train de prendre pas le bon bout pour une modernisation de son centre universitaire? C'est bien la grosse interrogation qu'il aura partagée avec mon docteur Désiré Baloubi. Bonjour à vous. Bonjour Joël Yetonji. C'est un plaisir d'être avec vous. Le plaisir est partagé. Alors, je reste avec vous pour la toute première question, professeur. Lorsque vous avez entendu parler de réforme, avant d'apprécier ce qui est finalement en train d'être fait, est-ce que vous avez applaudi ou vous vous êtes dit le Bénin va un peu trop vite en besogne? C'était de gaieté de cœur que j'ai accueilli cette nouvelle, si je peux répondre ainsi. Ok, merci. La même question, vous permettez, je la poserai à l'enseignant en situation. Oui, docteur, dites comment la nouvelle, je ne parle pas de ces réformes en elles-mêmes, mais la question de réforme pour l'université en général au Bénin, est-elle opportune ou pas? Merci encore une fois, monsieur le journaliste, pour l'opportunité que vous nous offrez. Quand on parle de réforme, surtout dans l'enseignement supérieur, il faut prendre l'université comme un organisme, comme un corps social. Et en tant que corps social, chacun aspire à plus de perfectionnement, à plus de qualité dans ce qu'il fait. Donc, quand on parle de réforme tout court ou de réforme dans l'enseignement supérieur, personne ne devra ou bien ne peut s'y opposer totalement. Parce que c'est pour aller plus loin, c'est pour aller vers les standards que nous avons au niveau des autres universités. Qui ne rêverait pas, quel citoyen béninois ne rêverait pas d'entendre qu'une université béninoise, l'Université nationale du Bénin, est classée parmi les 10 premières universités au monde. Donc, le principe est acquis et partagé. Donc, le principe est acquis et partagé. Voilà. Alors, si le principe est acquis et partagé, oui, la question qui s'impose, c'est pourquoi tout ce bruit? Ou qu'est-ce qui fâche, vous, enseignants? Merci encore. Je voudrais vous féliciter pour ce que vous faites pour que nos citoyens à l'intérieur du Bénin comme à l'extérieur du Bénin soient informés de ce qui a été organisé, qui a donné lieu à ces réformes que vous avez appréciées ou dénommées à juste titre des réformes qui fâchent. Figurez-vous que c'est à l'issue du séminaire du 10 juillet passé, le séminaire du samedi 10 juillet passé, que les syndicalistes que nous sommes, que les partenaires sociaux que nous sommes, avons accès aux documents qui comportaient les projets de réforme annoncés et appliqués dans la foulée, S'il vous plaît, professeur, je ne voudrais pas vous interrompre, mais on est obligé de vous poser la question. Le séminaire en question s'est déroulé le 10 juillet. Oui. À moins de ne pas mieux cerner ce que vous dites, oui, vous nous apprenez là que c'est en situation
que vous avez eu accès aux documents qui devront décider de quelle réforme adopter finalement. C'est cela? C'est exact. Je peux argumenter, c'est pour les réformes au Bénin. Nous avons le système de l'enseignement supérieur qui forme la crème des crèmes, comme on peut le dire, qui forme les cadres de conception au niveau supérieur, les cadres de conception pour initier les politiques de développement de notre pays. Mais nous avons été informés au sein de l'intersyndicale le mercredi 7 juillet et nous avons demandé à avoir ne serait-ce que les documents. Nous n'avons été associés ni de près ni de loin depuis le processus de préparation jusqu'à cette date-là. Et le jour-là, nous avons demandé à avoir les documents diagnostiques qui ont été élaborés. On n'a pas eu. Nous avons demandé à avoir ne serait-ce que les TDR de ces séminaires. On n'a rien eu. Donc c'est à l'entrée de la salle, le samedi 10 juillet, là, que nous avons eu les documents. Voilà la réalité, la vérité. Ah, je suis perné, vous êtes membre, on ne peut pas vous dénier ce que vous dites là. Professeur Baloubi, avant d'aller plus loin, j'aimerais avoir votre réaction face à ce que vous venez d'entendre, des réformes qui doivent décider de l'avenir de ce sous-secteur et donc du Bénin, parce que le développement passe aussi par là, les cadres de demain pour pouvoir implémenter la nouvelle vision, la nouvelle marche au Bénin, ça passe par là. Mais il nous apprend là que ce n'est qu'en situation qu'ils ont eu accès aux documents. Est-ce que ça pourrait porter préjudice ou non à la suite des travaux? Merci Joël. L'université, c'est un levier de développement. Sans éducation, il n'y a pas de développement du tout. Alors, je ne vais pas m'immiscer dans les contradictions internes de procédure. Je ne veux pas me prononcer là-dessus. Mais ça peut quand même porter préjudice à la bonne marche de ce qu'on veut faire et à la réussite de l'objectif, n'est-ce pas, que l'on vise. Mais un vice de procédure ne doit pas être la contradiction principale. Un vice de procédure ne doit pas être la contradiction principale. Ah oui, professeur, c'est tout dit au niveau de la contradiction principale. Est-ce qu'on ne peut pas regarder de l'avant pour aller loin? D'où l'autre question, qu'est-ce qui fâche? Mais justement, si ce n'est que ça, est-ce qu'on ne peut pas fermer les yeux? Ce ne sont pas les vices de procédure qui fâchent ou bien qui vont fâcher. Parce que personne n'est contre le développement, personne n'est contre l'épanouissement, personne n'est contre la formation de la jeune relève. Mais quand on a regardé les diagnostics le diagnostic qui est fait, oui, et les réformes proposées, oui, c'est là où il y a eu couac. Même les réformes. Au niveau des réformes. Allons-y au niveau du diagnostic. Oui. Vous n'êtes pas pour le diagnostic? Nous sommes pour le diagnostic, en partie pour le diagnostic. En partie? En partie pour le diagnostic, alors qu'à ce niveau, on peut en trouver à redire. Mais nous sommes en grande partie d'accord avec le diagnostic. Maintenant, les solutions proposées. Ouais. Allons-y. C'est ça qui fâche. Apprécions ensemble alors. Voilà. Je prends une des réformes phares, hein, le mode, ce que vous avez annoncé, le mode de désignation des recteurs. Oui. Appel à candidature, ensuite une nomination. Voilà. Pour éviter le copinage. OK. Mais qu'est-ce qui a été trouvé comme diagnostic par rapport aux élections rectorales qui étaient organisées? On a trouvé pour tout diagnostic que c'est parce que à la suite des élections rectorales, il y a des inimitiés entre collègues, il y a des querelles entre collègues, il y a que les gens ne se saluent plus, les gens ne font plus ceci, et que le bon vivre ensemble entre collègues universitaires n'est plus de mise. Donc c'est ce qu'on a reproché aux élections. Nous, on a dit que c'est trop facile de conclure que c'est parce qu'on a fait élection et qu'il y a quelques initiés entre collègues qu'on peut tenir compte de ça et dire, bon, à bas les élections. Nous avons commencé il n'y a pas longtemps. Il y a des tests qui régissent ces élections, qui régissent le fonctionnement des universités.
on peut faire avec les tests et améliorer petit à petit le processus. Il faut regarder notre environnement au niveau sous-régional, au niveau africain, ce qui se fait. Je voudrais dire quelque chose simplement pour dire que le Bénin est envié déjà par les autres pays parce que nous organisons des élections au niveau de nos universités. Le Bénin est un pays démocratique et à une échelle mineure au niveau des universités, on organise des élections. Ça veut commencer à faire des émules dans la sous-région et nous voulons brutalement revenir en arrière. Nous avons estimé que le diagnostic qui est fait pour dire qu'il y a de petits soucis qui naissent en cours après les élections, il faut trouver les voies et moyens pour régler, pour taire ces petites querelles, ces petites inimitiés et aller de l'avant. C'est pas parce que mes enfants ne s'entendent pas entre eux que je vais dire, bon, allez, j'irai faire adoption. Ou bien j'irai, bon, vous ne vous entendez pas, je vais vous mettre de côté pour faire autre chose. Il faut que il y a les organes de contrôle qui existent là, il faut les mettre en branle. Est-ce qu'il faut faire le bilan chaque semestre ou chaque année avec les recteurs élus et les appeler, les former à la gestion administrative, à la gestion financière, à la gestion du personnel et autres là. Il faut activer tous ces mécanismes pour permettre que le système puisse aller de l'avant. Mais qu'on trouve que c'est parce qu'il y a ces petits couacs, il faut d'office aller vers suspension des élections, commencer à nommer. Je me rappelle le Conseil des ministres, je ne veux pas être long, du 15 novembre 2017. Dans le relevé, le Conseil des ministres a dit qu'il faut renforcer la gouvernance universitaire. Oui. D'accord ? Et de mettre en place les institutions nécessaires qu'il faut, puisque il est prévu au Bénin depuis 2016, ou même plus loin, le conseil d'administration d'université qui n'a pas été mis en place. Donc, ces instances-là devraient être mises en place pour aider les équipes rectorales à mieux fonctionner et à taire les petites querelles. C'est ce que nous, on pensait. Mais qu'on dise, parce qu'il y a ça, on ne peut plus continuer, on laisse, et puis on va directement à appel à candidature internationale plus nomination. Nous avons dit que ça ne fait pas bien, ça ne fait pas sérieux. Oui, le professeur Baloubi, avant d'apprécier ce qui ne fait pas bien dans sa portée, des élections qui accouchent parfois d'inimitié, vous avez suivi votre collègue, et l'option prise finalement par l'autorité, on aurait pu faire autrement. D'abord, de mon point de vue personnel et tenant compte de mon expérience dans les structures universitaires du Bénin, parce que j'y étais de 86 à 95, ça fait quand même 9 ans d'expérience. Je pense qu'il était temps, de changer de paradigme. Et c'est de ça qu'il est question. Je crois qu'il y va même de l'intérêt de la nation tout entière. Il y a beaucoup de choses à revoir. Lorsque maintenant nous sommes en train de parler d'alternance et de la démocratie au Bénin, nous devons penser beaucoup plus à l'alternative. Et l'alternative est en train de germer à l'université et c'est à encourager. Je pense qu'on ne va pas, n'est-ce pas? Je parle ici en tant que c'est-à-dire ma voix, elle est consultative, je ne suis pas directement concerné parce que je ne suis pas dans les structures des universités donc, du Bénin. Alors, ce que je dis n'engage que moi et c'est des avis que je donne par rapport à l'expérience que j'ai eue au Bénin et les expériences que j'ai accumulées ici un peu plus d'un quart de siècle aux États-Unis. Je pense, pour ma part, qu'il faut écarter toute idée de syndicalisme et toute idée de politique. Il faut dépolitiser l'éducation, sinon elle est foutue à jamais. Alors, professeur Baloubi, voilà. Professeur Baloubi, le mécanisme conduisant aux élections, tel nous l'avons observé, c'est une jeune expérience pour le Bénin aussi, on peut le dire. Est-ce qu'on peut dire que cette expérience pousse beaucoup plus à la politisation en milieu universitaire? Lorsqu'on y met les élections et qu'on avance jusqu'au niveau supérieur de l'administration
donc d'une école ou bien d'une institution académique, ça devient de la politisation. J'ai vécu l'expérience ici aux États-Unis des institutions où on fait élection, n'est-ce pas, où on fait aussi nomination, mais c'est ça, c'est simplement, ça s'arrête au niveau des chefs de département, où les collègues, n'est-ce pas, élisent pour un temps donné, ça peut être pour 4 ans, ça peut être pour 5 ans, renouvelable une fois, n'est-ce pas? Donc, vous ne pouvez pas être chef de département 2 mandats consécutifs. Ça varie d'un établissement à un autre, qu'il soit privé ou public, ou bien même dans les privés aussi, dans les universités d'État, cela varie. Mais l'élection n'arrive jamais au-delà des chefs de département. Ça ne se passe pas. Il n'y a pas de syndicat non plus d'enseignants dans les universités ici américaines, mais il y a ce qu'on appelle le Sénat, c'est-à-dire un corps qui représente les enseignants, un groupe qui représente, n'est-ce pas, les étudiants aussi. Voilà. Et là, bon, on peut dire que ces éléments sont inversés dans le dossier de conseil d'administration. Voilà. C'est ce que vous auriez conseillé comme modèle que le Bénin peut implémenter. Alors, professeur, voilà un peu les avis de votre vis-à-vis qui pense que les élections conduisent beaucoup plus à la politisation. Or, il faut en sortir. Alors, ce qui est préconisé actuellement, l'appel à candidature suivi de nomination, est-ce qu'elle ne peut pas être une porte de sortie possible? Merci beaucoup. Je remercie le professeur Baloubi qui est souvent de passage au pays et pour lui rappeler simplement que l'expérience démocratique dans les universités a commencé seulement en 2006 au Bénin. Donc c'est une jeune expérience démocratique qui a été déjà interrompue, avec le maintien en activité des recteurs de Parakou et de l'UAC dont les mandats sont arrivés à terme en novembre dernier et qui sont maintenus à leur poste. Et même au niveau des douaniers et des directeurs où on faisait élection, ça a été suspendu depuis le 30 janvier 2019. C'est quand nos aînés ont milité pour qu'il y ait élection dans les universités, c'est pour qu'il y ait beaucoup plus de bonne gouvernance et de transparence. Pas le contraire. Pas le contraire, c'est juste ça. C'est juste pour qu'il y ait bonne gouvernance et beaucoup plus de transparence. Même les tests en la matière ont prévu qu'on peut aller jusqu'à démettre celui qui est élu s'il est coupable de mauvaise gestion. Il suffisait seulement de mettre en branle les tests là et d'appliquer les sanctions en la matière si quelqu'un tombe sous le coup de mauvaise gestion ou bien de trucs là. Maintenant, venons-en à la méthode, au mode de désignation par appel à candidature et à la nomination. Pensez-vous, en votre âme et conscience, que là aussi, il n'y aurait pas ce qu'on reproche déjà à ce que nous voulons abandonner, que la politique ne pourrait pas s'en mêler? Expliquez-nous. Vous avez une crainte à ce sujet? Mais partout où il y a nomination, c'est pourquoi nous, au niveau universitaire, nous on souhaite qu'il y ait élection. Le corps électoral peut être revu. On peut confier, je ne sais pas, au conseil d'administration d'étudier des dossiers et trouver le mécanisme, mais qu'il y ait toujours élection. On dit souvent le Bénin aussi peut innover. Là où les États-Unis n'ont pas pu réussir, là où des établissements aux États-Unis n'ont pas pu réussir, le Bénin peut innover, leur montrer qu'on peut faire la démocratie dans les universités. Mais là, ici, on veut faire nomination. Le mode qui est proposé, c'est que si je prends le poste de recteur, oui, on va retenir 3 personnes. Tout à fait. Non pas par ordre de mérite, mais par ordre alphabétique. Et il revient à l'autorité de nommer. Là où on va nommer, vous pensez qu'il n'y a pas, il n'y aura pas de politique? Je me pose la question et je vous pose la question. Voilà. Professeur Baloubi, la même crainte qui revient, et c'est vrai que l'expérience d'élection est une expérience
très jeune. On pourrait se demander qu'est-ce qui a motivé davantage l'autorité à revenir à une formule qui était quand même ancienne, même si elle est un peu plus modelée, professeur Baloubi. Voilà. Vous voyez, l'expérience peut être jeune au Bénin, mais si c'est déjà obsolète, c'est déjà caduque, c'est déjà prouvé scientifiquement que ça n'a pas marché ailleurs, nous devons tirer leçon de ce qui n'a pas marché ailleurs. Il est vrai, les conditions, n'est-ce pas, de chaque pays peuvent servir de fertilisateur ou d'engrais pour prouver que ça peut marcher au Bénin. Mais je crois que la science ne ment pas lorsqu'elle est bien appliquée dans les conditions de pression, comme le dirait l'autre, et des pressions donc atmosphériques et sociales, etc. Voilà. Et nous ne nous voilons pas la face. Il faut dire que s'il s'agit des nominations politiques, je serai le premier à être contre. Même lorsque le pouvoir est remis aux enseignants, à tous les acteurs, n'est-ce pas, du secteur, de fouiller, d'examiner les appels à candidature et de choisir les 3 meilleurs, eh bien, il revient à l'institution ou à l'État qui finance de décider de qui parmi les 3 ferait l'affaire. Ça veut dire que l'un des 3 candidats pourrait faire l'affaire selon les enseignants, le corps administratif, et tous les autres, toutes les composantes de l'université. Et si c'est fait ainsi, pour moi, il ne s'agit pas de nomination politique. Alors, après... Et je ne pense pas que ça soit par ordre alphabétique. Je crois que le collègue est en train de caricaturer la chose. Mais si c'était ça la vérité, moi, je criais, oh, c'est pas bon. Alors, je précise que le docteur Gabin Tchaou est au cœur de l'appareil. Il est là justement pour apporter des précisions. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Qu'est-ce qu'il faut retenir exactement? Le pourquoi de sa présence. Alors dites, le processus même de dossier d'appel à candidature et puis l'élimination qui se fait pour qu'on retienne finalement les 3, c'est quoi la composition réelle de la structure qui statue? Très bien. Merci beaucoup, professeur Baloubi. Je voudrais rectifier rapidement quelque chose dans la compréhension que vous avez eue de ce que j'ai dit rapidement. Non, ce ne sont pas les enseignants qui étudient les dossiers pour retenir les 3 meilleurs. Alors, non. D'où l'importance de ma question. Voilà. Quelle est la structure qui s'occupe de ce travail? C'est le conseil d'administration d'université qui est en train d'être mis en place, qui comporte, si je ne me trompe, 7 personnes, selon le document que nous avons reçu au séminaire, qui comporte 7 personnes. C'est ce conseil-là qui va étudier les dossiers et retenir les 3 personnes à proposer pour le poste de recteur, par exemple. Idem pour le poste de premier vice-recteur, pour le poste de deuxième vice-recteur, et ainsi de suite. Idem pour les postes de doyen, vice-doyen, de directeur adjoint. Alors, l'ensemble, le corps des enseignants en général n'est pas associé à cela. Le corps enseignant n'est pas associé? Le corps associé n'est pas associé à cela. Ce n'est pas que nous votons, c'est-à-dire, par exemple, il a parlé du Sénat, que les enseignants réunis au niveau des syndicats et autres là, étudient pour dire, bon, nous retenons. C'est le conseil d'administration qui a un mode de... Les membres sont désignés selon un mode de données. Et voilà, c'est ce conseil qui retient les 3 par poste et propose et dépose et à l'autorité de choisi dedans. Mais à ce niveau déjà, est-ce qu'on n'a pas des cadres qui ont les coups des franges pour faire le travail sans a priori? A priori, nous avons des cadres pour le faire. Mais si déjà les partenaires sociaux sont écartés, comme vous l'avez suivi déjà, de tout le processus, à ce niveau, souffrez que nous puissions avoir des appréhensions. Vous pensez que c'est à dessein, le fait que les partenaires sociaux ne soient pas tout au début du processus?
Nous ne voulons pas être au début du processus, mais informez-nous pour que si nous aussi nous avons des éléments d'appréciation, nous avons des éléments à apporter pour l'amélioration de la qualité de ce qui est fait, qu'on nous permette de le faire également. La machine a pris son envol depuis. Oui. Constatant ce que vous appelez des manquements, des ratés, oui. Est-ce que vous avez saisi l'autorité tout de même pour qu'on essaie de rattraper ce qui peut encore l'être? Bon, je vous remercie encore une fois. Alors, au séminaire, nous avons souhaité au niveau de l'intersyndicale, notre porte-parole a demandé, prenant la parole, qu'on puisse nous permettre de faire nos observations sur les documents que nous venons de recevoir à l'entrée ou de la salle du séminaire. Là, permettez que nous remercions le chef de l'État qui est allé lui-même prendre la parole pour nous remercier, pour nous féliciter de le fait d'être arrivé à ce séminaire et a dit son intérêt de vite faire les choses pour aller vite. Et il est tenu par un impératif de délai et d'objectif et nous a promis de faire nos observations sur les documents que nous avons reçus pour les déposer. Mais figurez-vous, nous avons dit ça le samedi. Oui. Et c'est sans désemparer que nous, déjà, le samedi soir, on a appelé les membres de nos bureaux, on a commencé le travail sur le diagnostic, sur les propositions, sur les statuts du particulier du corps des enseignants du supérieur, sur le projet type de statut. Mais déjà, le mercredi 14, le Conseil des ministres a validé les projets de décret sur lesquels nous, on travaillait. On a reçu et sur lesquels on travaille. On n'a plus rien compris. Voilà comment ça s'est passé. Et nous sommes en train de chercher sur le site du gouvernement si les projets de décret que nous avons reçus, sur lesquels nous avons fait des observations, que les décrets et sur les décrets qui sont maintenant pris le 14 juillet en Conseil des ministres, nous voulons prendre et comparer à ce que nous avons fait pour que nous n'allions pas déposer quelque chose qu'on nous dise, mais c'est déjà fait. Donc voilà comment ça s'est passé rapidement pour que nous nous retrouvions là. Donc pendant que vous étiez en train de travailler, comme cela a été demandé, oui. De l'autre côté, c'est allé très vite. Très, très vite. Alors, est-ce que ce n'est pas un petit détail? Nous-mêmes, on n'a rien compris. Ce n'est pas un petit détail pour nous, mais on s'est dit, l'autorité, c'est la première autorité qui nous a dit de faire un travail. Quand bien même il a mis l'accent sur le fait qu'il ne faille pas que nous nous éloignions trop de ce qui est proposé et que nous sommes en train de... Le syndicat, en réalité, n'est pas celui qui est là pour s'opposer à. C'est celui qui est là pour contribuer de façon qualitative à ce qui est proposé. Et c'est ce que nous étions en train de faire. Nous ne sommes pas en train de travailler en excluant les aînés que nous avons eus. Moi, j'ai eu des professeurs que je suis allé consulter, que mon syndicat est allé consulter. Nous avons consulté également d'anciens recteurs. Nous avons consulté également d'anciens ministres pour dire, mais je prends rien que l'existence, la proposition du conseil d'administration d'université. C'est déjà dans le décret de 2016. Et nous avons des gens qui ont déjà travaillé. L'ancien ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Abiola, était également là. On n'a pas eu le temps d'aller le voir, mais on a vu également un certain nombre d'anciens responsables pour dire voilà ce qui est fait, ce que nous avons reçu, voici ce que nous sommes en train de proposer. Mais c'est allé comme sur, comme j'ai lu quelque part, c'est allé comme dans un TGV. Rapidement, c'est pris. Donc nous n'avons pas vu ce qui est pris, les deux décrets qui sont pris là, nous n'avons pas encore vu ça, mais nous serons obligés de transmettre nos observations sur les documents que nous avons eus aux autorités compétentes, à savoir notre ministre de tutelle, et également au niveau du CNE, nous allons les transmettre et en espérant que quelque chose est encore possible, qu'ils peuvent tenir compte de ce que nous avons proposé après avoir écouté nos camarades enseignants et
les anciens que nous avons également écoutés sur tel point abordé dans les réformes. Professeur Baloubi, vu sous cet angle, est-ce que l'on n'a pas vraiment intérêt à pouvoir les écouter? C'est vrai, c'est aller, pour reprendre son expression, comme un TGV, mais puisqu'on veut bâtir pour la nation, est-ce que leur contribution dans ce sens ne serait pas salutaire? C'est même indispensable. Ce n'est pas qu'en tant que syndicat, mais c'est plutôt en tant qu'enseignant. Je crois qu'il s'agit ici des enseignants et des étudiants. C'est cela qu'on doit placer au cœur du débat. Et puis, l'orientation, la mission et la vision de l'état de nos universités publiques. C'est d'abord le premier élément. Nous devons nous demander comment est-ce qu'on arrive à l'étape de réforme. On arrive à l'étape de réforme par rapport à la collecte des données qui nous ont montré les hauts et les bas. Et en conclusion, on dit on a besoin de changement dans une direction ou dans une autre. Que ça marche ou que ça ne marche pas, même si ça va bien, c'est pourquoi je dis qu'on ne doit pas y mêler la politique, parce qu'en politique, on vous dira l'équipe qui gagne, on ne la change pas. Mais en matière donc d'éducation, en matière de performance pour contribuer au développement, même si on fait bien, on doit toujours faire mieux. Vous voyez? Donc c'est la performance en faveur donc de surtout les étudiants et de pays tout entier par rapport donc à la vision et à la mission assignée à l'université, et c'est cela l'essentiel. Ce qui me gêne et qui m'a toujours gêné, c'est le syndicalisme au Bénin. Personne ne s'oppose au syndicalisme, mais le syndicalisme est politisé, et une fois que c'est politisé et pluralisé, ça pose problème. L'essentiel est que toutes les composantes donc, de l'usine soient représentées. Ça, c'est un préalable. Il faut un conseil d'administration comme on le faisait entre-temps. Au niveau des unités, je vais appeler ça unité de production, il y a des comités de direction. Mais on n'avait pas plusieurs syndicats pour se demander lequel est plus représentatif. Ça fait problème, ça fait politique, ça tiraille, et ce n'est pas bien. Ici, c'est de la qualité qu'il faut, c'est les résultats qu'il faut par rapport aux objectifs qu'on s'est assignés. Mais ce n'est pas les enseignants, ce n'est pas eux seuls, ce n'est pas simplement les administratifs qui fixent ces objectifs. C'est ceux qui financent, c'est l'État, c'est le peuple, parce qu'il s'agit du public ici. On doit se dire, dans 10 ans, nous voulons cette catégorie de cadres à former, on a tels objectifs, on a tel autre, on a telle orientation, voici la mission, voici la vision. C'est par rapport à ces deux éléments fondamentaux, mission et vision, qu'on commence à décomposer pour savoir quels sont les objectifs et comment on peut les atteindre. Nous n'allons pas, je crois que si ce travail n'a pas été fait, et c'est un problème. Qu'est-ce qui a amené les réformes? Est-ce que c'est la collecte des données analysées qui a abouti à cela? N'allons pas parler de la jeunesse, de l'expérience dans tel domaine ou dans tel autre. La jeunesse de l'expérience ne règle pas la question de l'efficacité d'une institution académique, encore moins d'une usine de production. Professeur Baloubi, la question de la qualité, elle revient de façon récurrente. C'est une préoccupation partagée par tout le monde, et les gouvernants, les enseignants, les apprenants. Je voudrais vous demander, en entendant que votre collègue nous parle du pluralisme syndical qui peut être un handicap à cette question de qualité au niveau de l'enseignement du supérieur, la part de responsabilité de l'État, car l'expérience, comme je le disais, même s'il y a quelques touches novatrices qui sont en train d'être apportées au regard des réformes qui sont annoncées, on a vu le milieu universitaire hier avec ce qui avait été fait, la nomination, et la question de la politisation a souvent rattrapé le Bénin. Et l'élection est apparue, si on se réfère à l'histoire, comme un soulagement, mais avec cet art. Alors, en prenant du recul avec ce qu'on veut faire maintenant, comment l'État doit s'y prendre pour ne pas tomber dans les mêmes pièges qu'hier, ou dans ces pièges en pire? Voilà, il faut se départir de l'idée de démocratisation par le biais
des élections. Les élections vous amènent nécessairement à la politisation et je crois qu'il faut arrêter cela au niveau de chef de département. Lorsqu'on doit monter pour aller au sommet donc, de l'administration des universités ou de nos institutions académiques, je crois que on est sur la bonne voie en laissant de côté les élections. Parce que, contrairement à ce que dit mon collègue, ce n'est pas l'élection qui garantit la bonne performance, ce n'est pas l'élection qui garantit la bonne gouvernance. Sinon, le Bénin aurait été le pays le mieux gouverné. Nous avons eu quand même, vous voyez, avant même les années 1990, n'est-ce pas, dans ce pluralisme démocratique où il y avait plusieurs coups d'État, il fallait changer, il fallait élire, on a élu, on élit pas à tous les niveaux. Prenez le cas donc d'un gouvernement par exemple. On n'élit pas les ministres. On n'élit pas les ministres. Les ministres sont des technocrates. C'est des gens qui sont compétents dans leur domaine, de par leur leadership, de par leur formation. C'est de cela qu'il s'agit. Mais ici, on ne veut pas laisser la responsabilité de nomination à une personne, le politique que la nation a élu. On veut donc que ça soit fait au sein de l'unité de production, donc déjà à la base, avec un conseil d'administration qui comporte des éléments qui représentent les composantes de l'entité. Lorsque c'est fait comme ça et qu'on en arrive à 3 éléments, eh bien, le nerf de la guerre, comme on le dit, l'État qui finance doit pouvoir dire des 3 que vous avez choisis, eh bien, celui-ci est le meilleur selon le background, conformément à la mission et à la vision que nous avons assignée à cette université publique. Alors, Dr Gabin Tchao, avec ces éléments, on tourne désormais la page où le plaidoyer demeure afin qu'on revoie le mécanisme qui va conduire à cette nomination. Merci beaucoup. Je remercie mon aîné, prof Baloubi, pour lui dire, il vient de dire que les élections ne garantissent pas toujours la performance et la bonne gouvernance. Je voudrais également lui dire que les nominations ne garantissent pas toujours la performance et la bonne gouvernance. Il peut se renseigner. Vous pouvez vous renseigner. Le moindre mal, alors, pour vous, serait quoi? J'ai déjà proposé. Nous sommes pour l'élection. Parce que, figurez-vous, je vais vous dire, nous ne sommes pas les gouvernants, c'est vrai. Il a parlé de l'élu, qu'on lui permette, de celui qui est élu, de développer, de déployer sa politique. Mais le conseil d'administration dont nous parlons aujourd'hui là, oui, n'est pas une innovation. C'est déjà prévu, au moins pour ce qui est récent, depuis 2016. Donc, si l'État veut mettre en place le conseil d'administration au niveau de chaque université, l'État l'aurait fait depuis 2016, 2017, 2018 au moins. Pour ne l'avoir pas fait, vous pensez qu'il y a un discours? Mais pour ne l'avoir pas fait, comprenez, tirez les leçons. Vous êtes journaliste d'investigation. Bon, on parle de votre milieu. Quelles sont les leçons à tirer? On va y réfléchir, nous autres, par la suite, pour voir si vous êtes dans le vrai ou faux. Quelles sont les leçons à tirer? De quoi, déjà? Quelles sont les leçons à tirer de la non-application de cette décision qui a été prise depuis 2016, comme vous dites? Par un décret qui n'a pas été mis en application par les gouvernants. À qui la faute maintenant? Vous répondez? C'est la faute aux gouvernants. Parce que je suppose, s'ils avaient déjà mis en place le conseil d'administration au niveau de chaque université, les dérives qu'ils ont constatées, qui se sont retrouvées dans le diagnostic pour qu'on utilise ça pour dire maintenant, il faut aller à ce qui est proposé. Peut-être que ça aurait été cadré, ça aurait été maîtrisé, déjà à la source, déjà à la base. Voilà. Et nous, au niveau ce n'est pas du syndicalisme que nous nous mettons. Et c'est du patriotisme. C'est ce que je voudrais dire aux professeurs. C'est du patriotisme. Le syndicat n'est pas là, comme je l'ai dit, pour tirer vers le bas. Le syndicat est là pour tirer vers le haut, pour tendre vers toujours plus de développement, toujours plus de qualité. Vous, la tentation de la politique ne vous... Pas du tout. Demandez au ministère, demandez partout où nous sommes passés, s'ils n'ont pas noté une franche collaboration, une franche participation au débat
toutes les fois que nous sommes sollicités. En tout cas, pour ce qui concerne les collègues, camarades syndicalistes du supérieur que moi j'ai toujours côtoyé avant de devenir ce que je suis devenu. Il n'arrive pas que les opposants là vous soufflent des choses à l'oreille. Est-ce que le développement a d'opposants? Nous parlons de développement. Est-ce que le développement a d'opposants? Et nous sommes conscients que nous sommes dans un secteur là où on forme, comme je l'ai dit, les cadres de conception pour le développement d'un pays. Si vous êtes conscient de cela, vous ne pouvez pas penser un seul instant qu'il faut que je mette un peu de, comment on le dit, un peu de sable ici, un peu de cailloux ici, pour qu'ils puissent se trébucher là-dessus. Moi, j'ai commencé au secondaire, j'ai été formé à l'école normale au secondaire. Et je sais que pour qu'un pays se développe, il faut compter sur les ressources humaines. Les autres ont dit par le passé qu'il n'y a pas de développement sans les hommes. Et nous avons toujours ajouté, il n'y a pas de développement sans des hommes bien formés. C'est pourquoi les syndicalistes ont souvent attiré l'attention des gouvernants, ministres, recteurs, pour dire, mais dans tel secteur, moi j'ai souvent dénoncé, par exemple, que nous avons des départements de langue. Le professeur est un enseignant de langue, oui. Mais nous n'avons pas de laboratoire spécialisé de langue, dans aucune discipline de langue. Jusqu'à présent. Par exemple. Nous avons toujours dit ça. Jusqu'à aujourd'hui. Vous avez manqué d'oreilles attentives sur ça? Si les gens nous ont écoutés, on ne serait pas encore là. C'est autant de problèmes sur lesquels nous allons revenir. On est à l'ère des réformes. Progressivement, les choses se feront sans doute. Mais dites, entre autres dossiers sur lesquels on vous a vu tous vent debout, en tout cas un certain nombre, il y a la question de CABES. De quoi ça retourne avec toute la communication qui a suivi au niveau du gouvernement? On ne comprend vraiment pas la posture des enseignants. Merci beaucoup. La problématique relative au CAMES, le Bénin a signé la convention avec le CAMES, je crois, en 1972. Et les objectifs du CAMES, c'est de promouvoir la qualité de l'enseignement supérieur dans l'espace CAMES. Donc, je peux dire l'espace francophone au sud du Sahara. Mais si vous confiez une telle mission à une institution, et vous allez à l'international pour faire évaluer les candidats qui sont les vôtres, est-ce que c'est maintenant, quand ils sont inscrits là-bas, quand ils sont déclarés bons à l'international, que vous allez revenir encore à la maison, dire je les réévalue à nouveau pour voir s'il n'y a pas encore des choses dedans? Il est bon à l'international, on le retourne au pays pour être évalué à nouveau. Pour ça, conclure sur cette note du CAMES, pour une note d'ensemble, on va revenir sur ce plateau, apprécier d'autres événements, au détour d'autres plateaux, bien entendu. Donc, votre conclusion? Je crois qu'il faut revenir sur cette question parce qu'elle est suffisamment importante. On va revenir là-dessus. Si on primaire ou si on s'arrête, on sait qu'on a formé des cadres pour le pays. On l'avait fait au temps colonial, où il fallait simplement former des agents qui savaient lire ou écrire, et donc on s'en était arrêté là. Ici, il s'agit de développement. Alors, je vais conclure pour dire ceci. Élection, ça dépend de ce qu'on appelle élection. Lorsque c'est bien fait, élection, c'est choisir les meilleurs. Mais les meilleurs sur quelle base? C'est très important. Je propose qu'on y revient, professeur Baloubi, qu'on y revient, la réalisation dit, qui nous offre l'antenne demain pour, tout dépendra donc de votre disponibilité, vous merci bien. Alors on pourra revenir là-dessus pour s'entendre pour la compréhension et la disponibilité. Mon rêve pour mon pays, c'est que cela se fasse très bien et que toutes les composantes de ces institutions académiques soient représentées dans un conseil d'administration. Merci, professeur Baloubi. Merci également à vous, monsieur Gabin Tchaou, pour la disponibilité chez Téléspectateurs. C'est promis, ça vient de nos invités. On se retrouvera demain pour la suite de cette émission. Au revoir. Merci.